parce que nous dérangeons. Une nouvelle attaque politique est survenue, plus sournoise, plus insidieuse, mais aussi plus meurtrière, la censure bancaire. Vous l'avez bien compris, TV Liberté est plus qu'une chaîne, c'est un combat. Un combat pour la liberté de penser, de parler, d'informer, dans un monde obscurci par une démocratie confisquée et une forme de totalitarisme larvé. C'est donc un appel à l'aide que nous vous lançons. Ce combat auquel nous sommes confrontés, nous ne pouvons pas le perdre. Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Christophe Buffin de Chozal. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes historien monsieur et vous étiez déjà venu sur le plateau de TV Liberté présenter l'ouvrage La fin de la démocratie aux éditions Saint-Rémy. Vous publiez aujourd'hui cet ouvrage, Notre maison de l'Ouest aux presses de la Délivrance, ouvrage à retrouver comme d'habitude sur la boutique de TV Liberté qui est une critique très sévère de la démocratie parlementaire et en même temps un plaidoyer pour la monarchie absolue, non pas constitutionnelle, mais la monarchie avec un roi comme sous l'Ancien Régime. Donc une critique sévère de la démocratie parlementaire. On observe aujourd'hui une crise de ce régime. Comment vous l'expliquez ? Alors je l'expliquerai par l'inverse. Pour moi, la démocratie n'est pas en crise. Elle suit le déroulement normal de sa nature. C'est un régime qui est irresponsable, c'est un régime qui est boulimique. Donc il va toujours vouloir plus de pouvoir, plus d'administration. Et comme il a tendance à créer une classe politique, ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas une déviance de la démocratie, c'est vraiment plutôt son aboutissement naturel. La démocratie a une tendance naturelle à évoluer vers un régime totalitaire. Vous dites que c'est un régime irresponsable, c'est-à-dire nos politiques ne sont pas responsables de leurs agissements ? Le problème en démocratie, c'est que la responsabilité politique ou la responsabilité ministérielle est diffusée sur la totalité du Parlement ou des représentants et qui, elle, la rejette sur la totalité du peuple. Ce qui fait qu'en réalité, la responsabilité se disperse, disparaît, elle est comme pulvérisée parce qu'il n'y a rien de consistant. Dans une monarchie, par contre, les ministres sont responsables devant le roi, et là, il y a un point d'arrêt pour la responsabilité, il y a le roi. C'est impossible en démocratie parlementaire. Donc on peut dire que, vu l'absence d'arbitre, eh bien, la responsabilité est comme inconsistante. Vous pointez justement les dérives totalitaires de la démocratie parlementaire. Pourtant, en France, la majorité de nos concitoyens ont conscience, pense être dans une démocratie. Comment vous expliquez cette impression, cette fausse impression de démocratie ? Parce qu'on entretient dans la population des rites démocratiques. Donc vous avez les élections, vous avez des débats télévisés, etc. Les gens ont l'impression de participer. Ça fait partie du rituel. Et tout le monde a l'impression que son avis, son opinion est prise en compte par les représentants. En réalité, c'est une chose impossible. Tous les avis, toutes les opinions sont distordus par les partis politiques et puis il y a une multitude d'obstacles à franchir avant que l'opinion d'un citoyen soit vraiment représentée devant le pouvoir exécutif. Si vous y réfléchissez, il y a des dizaines de millions d'électeurs. Ça veut dire que chaque électeur a un dixième de millionième de souveraineté, ce qui ne représente absolument rien. Vous parlez beaucoup de cette notion, le bien commun dans notre société. Qu'est-ce qui manque à la démocratie pour le servir correctement ? Il manque un arbitre impartial et c'est ça, un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui ne dépend pas de l'opinion, qui n'est pas élu, dont le pouvoir n'est pas contesté. Il ne doit pas gagner son pouvoir, ni craindre de le perdre. Il ne doit pas constamment penser à le regagner. Il est là de façon fixe, déterminé par les règles dynastiques. Et de ce fait, il est éduqué pour gouverner, ça c'est déjà une grande chose. Et de ce fait, il peut servir d'arbitre du bien commun, s'il en a les pouvoirs nécessaires, naturellement. Tandis que dans une démocratie,
Il n'y a pas d'arbitre du bien commun. C'est impossible puisque celui qui devrait jouer le rôle d'arbitre, en réalité, est élu. Donc il appartient à un parti politique, il appartient à un courant d'opinion. Il a beau clamer pendant la campagne électorale qu'il défend une opinion, et puis après la campagne électorale qu'il défend tous les Français, mais ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, une moitié de votre carrière, vous battre pour le programme d'un parti politique, et dès que vous êtes élu, faire semblant d'être le président de tous. C'est impossible, c'est une posture qui n'est pas crédible. La démocratie crée une fracture de fait dans la société française. Tout à fait. Tout à fait. Il y a une fracture qui est d'autant plus importante que l'État est très concentré et très puissant en démocratie. La démocratie, c'est un pouvoir faible, mais l'État est très fort. En monarchie, c'est juste l'inverse. Le roi n'a pas tous les pouvoirs et la société peut se défendre contre le pouvoir du roi. Ici, vous avez donc une fracture sociale qui est très importante, qu'on explique par la distinction entre pays légal et pays réel. Le pays légal, ce sont les gouvernants, les représentants, toute la hiérarchie politique, mais aussi tous ceux qui dépendent du pouvoir, l'administration et tous ceux qui exercent le pouvoir très intrusif de l'État démocratique. Et puis il y a le reste de la population qui subit et qui n'a, pour ainsi dire, pas droit au chapitre. Et nos dirigeants exercent leur pouvoir au nom de qui, alors, si ce n'est pas au nom du peuple? Bien sûr, ils l'exercent au nom du peuple. Comme moi, je pourrais parler en votre nom, mais ça ne voudrait rien dire. C'est très facile de dire. C'est pour ça qu'il y a des rites démocratiques. C'est pour donner aux gens l'impression d'une légitimité du pouvoir. Le pouvoir est légitimé par les rites démocratiques, les élections, etc. Mais une fois que ces gens sont élus, ils n'en font qu'à leur tête. Ils ne vont certainement pas respecter les programmes ou les programmes qu'ils ont proposés ou les vœux de la population. Ils ne le font pas, tout simplement. Mais quels intérêts servent-ils alors? Ils servent d'autres intérêts dès qu'ils passent du côté du pouvoir, et même parfois avant, ce qu'on voit. Il y a une métamorphose des politiciens. À mesure qu'ils s'approchent du pouvoir, ils commencent à lui ressembler. Et donc, dès qu'ils passent de l'autre côté, on se sent complètement dégagé des obligations vis-à-vis des électeurs, et on commence à ce moment-là à servir d'autres intérêts, puissance d'argent, intérêt stratégique, puissance idéologique. Vous avez toutes sortes de lobbies qui œuvrent dans l'ombre et qui inclinent le pouvoir dans un ou l'autre sens. Vous pensez que c'est vraiment les puissances d'argent qui sont en capacité de corrompre une personne qui, ayant de bonnes intentions, a l'intérêt de servir le bien commun? Bon, les bonnes intentions, je vous les laisse, mais en tout cas, nous avons des exemples assez parlants de ce genre de corruption. Tout le monde aujourd'hui est attentif à ce qui va arriver à Ursula von der Leyen, puisqu'il y a ce bruit qui court qu'elle aurait acheté donc trop de vaccins à un prix trop élevé. Et comment se fait-il qu'elle ait fait cette opération? Le contrat a été traité par SMS, nous n'avons aucune trace, mais il semblerait qu'on soit en présence là d'un énorme cas de corruption. Et l'histoire dira, si jamais on arrive à avoir toute la clarté judiciaire là-dessus, si c'est le cas ou non. Alors vous faites l'éloge de la monarchie absolue, celle d'Ancien Régime, et non pas la monarchie constitutionnelle, comme on peut la voir partout en Europe, en Espagne, en Angleterre, en Hollande. Pourquoi pensez-vous que cette monarchie absolue ferait mieux que notre démocratie parlementaire? J'aimerais mettre en garde nos auditeurs au sujet du terme absolu, parce que ça fait très très peur, la monarchie absolue. Oui, ça fait penser à une dictature. Oui, à une on tyrannie. a l'impression que le bon vouloir du roi doit s'exécuter immédiatement, etc. La monarchie d'Ancien Régime n'était pas du tout de ce genre-là. Le terme est exact, mais le contenu qu'on lui prête est dangereux et prête à confusion. Alors je dirais plutôt une monarchie traditionnelle, par opposition à une monarchie constitutionnelle. Encore que la monarchie traditionnelle avait une constitution. L'ancienne France avait bien une constitution non écrite mais réelle. Donc pour dissiper tout malentendu, on ferait mieux de parler de monarchie parlementaire et de monarchie traditionnelle. Alors là, on s'entend bien. Et oui, c'est donc une monarchie traditionnelle qu'il nous faudrait pour sortir de ce chaos qui a été créé par la démocratie. Et pour ça, il faut une monarchie forte. Une monarchie faible, comme une monarchie constitutionnelle, ne résoudrait absolument aucun problème, puisque le roi n'a aucun pouvoir.
Mais qu'est-ce qui empêcherait, dans cette monarchie traditionnelle, au monarque de devenir un tyran ? Il y a quand même pas mal de freins dans la monarchie traditionnelle. Il y a bien sûr le frein principal, c'est bien sûr l'éducation du roi. La personne a été formée pour son métier. Entre parenthèses, je signale que en démocratie, cette chose est impossible, puisqu'il n'y a aucun gouvernant démocratique au monde qui n'ait jamais été éduqué pour le pouvoir. Nous sommes dans une société où on demande des qualifications pour n'importe quel job, mais pas pour gouverner. Donc vous pouvez avoir quelqu'un qui est parfaitement incompétent, ce qui est la plupart du temps le cas, qui arrive au poste de décision d'un État. Mais donc ça, c'est déjà un grand frein au pouvoir, c'est l'éducation du roi. Puis le roi doit rencontrer les représentants, le roi doit respecter la loi. Il y a pas mal de freins, et un frein en particulier qui était propre à l'Ancien Régime et qu'on a oublié depuis la Révolution, c'est le consentement à l'impôt. Sous l'Ancien Régime, les sujets consentaient à l'impôt. Aujourd'hui, ce consentement à l'impôt a complètement disparu. On considère comme acquis que le budget est voté, puisqu'en réalité, le gouvernement a sa majorité au Parlement et qu'il ne rencontre aucun obstacle. Qu'est-ce que vous répondriez, Christophe Buffin-Chozal, à ceux qui vous diront « mais si la France avait un roi qui devenait fou », ils en auraient pour 30 années de subir les affres d'un pouvoir aux mains d'un malade. Bon, ce n'est pas un argument. Il y a eu des rois fous dans l'histoire, il y a toujours eu des procédures pour s'en débarrasser. Je crois que ça ne doit pas nous inquiéter. En plus, les rois fous sont assez rares. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle garantie un monarque absolu pourrait offrir à la stabilité de la nation ? Oui. Tout d'abord, le monarque, son pouvoir n'est pas contesté. Il règne de père en fils, il y a des règles dynastiques qui l'établissent comme roi pour une génération. Ce sont des choses humaines, le règne. Et donc une génération humaine correspond très bien à la durée d'un règne, c'est tout à fait naturel. Quand un roi peut régner et gouverner pendant un règne, une génération, il se sent très à l'aise pour aborder des problèmes qui ne sont jamais abordés en démocratie. En démocratie, on ne fait jamais de politique de long terme. Parce que, 4 ans plus tard, c'est le parti adverse qui va remporter les élections et qui va vous remplacer, annuler tout ce que vous avez fait et recommencer à zéro. Donc, on ne fait que des petits problèmes, on ne résout que des petits problèmes dont la solution est visible pour pouvoir montrer aux gens, regardez, on fait quelque chose. Un roi, bien sûr, doit résoudre aussi les petits problèmes, mais il peut s'attaquer à des problèmes de fond. Par exemple, la dénatalité, qui est un problème très important, ou le problème des pensions. On n'en parle quasiment jamais en démocratie parce que ça transcende les mandats démocratiques. Un roi peut tranquillement s'attaquer à ce genre de problème et voir une solution, sinon de son vivant, au moins pour le règne de son successeur qui est de sa famille. Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui vous diraient qu'un retour à la monarchie absolue serait illusoire ? Écoutez, c'est comme quand on est malade et qu'on revient à la santé. Si vous dites à un malade, le retour à la santé est illusoire, c'est quand même très grave. La monarchie n'est pas rétrograde, comme la santé n'est pas rétrograde par rapport à la maladie. Quand on revient à la santé, on est dans une situation meilleure. C'est pas parce qu'on est malade qu'on doit continuer à être malade pour donner raison à la maladie. Donc non, quand on s'est trompé, il faut pouvoir le reconnaître et puis revenir en arrière, non pas pour le plaisir de revenir en arrière, mais pour prendre une autre direction. Du reste, on ne pourra jamais revenir en arrière, c'est impossible. Il y a des acquis qui ont été faits pendant les dernières décennies, les deux derniers siècles, qui ne seront pas effaçables, en tout cas pas tout de suite. Et qui sont parfois bons et dont on devra tenir en compte. Il n'y aura pas de retour en arrière. Il y aura simplement une reconnaissance de la nocivité de la démocratie parlementaire vis-à-vis des autres régimes qui nous côtoient sur la planète. Je vous signale quand même que nous avons des pays qui ont compris, sans le dire parfois, la valeur de la longévité au pouvoir. En Chine, vous n'avez jamais de rupture de pouvoir. Et donc, les Chinois sont très puissants vis-à-vis des pays européens parce que chez eux, ça ne change pas.
En Russie, vous avez une grande longévité au pouvoir, en tout cas jusqu'à présent. Et puis vous avez, troisième puissance, les États-Unis, où tous les 4 ans, ça change. Et donc évidemment, il y a aujourd'hui une différence flagrante entre la politique étrangère de ces 2 premiers pays que j'ai cités et la politique américaine qui retourne sa veste à chaque mandat. On voit aujourd'hui ce que ça peut faire comme résultat. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces corps intermédiaires qui existaient sous l'Ancien Régime et qui, avec l'arrivée de la démocratie, sont censés avoir disparu? Voilà. C'est la loi Le Chapelier qui a été votée, c'est une des premières lois qui a été votée pendant la Révolution française et qui a amené donc la destruction de toutes les corporations, de tous les corps intermédiaires. Alors, ces corporations reflétaient une réalité d'Ancien Régime. C'était la structure des secteurs professionnels tels qu'ils existaient alors. On peut reprendre l'idée sans reprendre la réalité de l'idée. Et l'idée, c'est qu'on pourrait avoir dans un nouveau modèle représentatif qui aurait une représentation par secteur professionnel ou par secteurs sociaux. Et chaque secteur professionnel a des intérêts bien précis. Sous l'Ancien Régime, on ne défendait pas des opinions, mais des intérêts, ce qui est tout à fait différent et beaucoup plus concret. Et donc vous pourriez avoir le secteur, par exemple, de l'hôtellerie, le secteur de la construction, le secteur de l'automobile, etc., qui défendraient leurs intérêts, qui seraient légalement impliqués dans toute conception d'une loi qui toucherait leurs intérêts et qui auraient leur mot à dire. Ce serait une façon d'impliquer immédiatement le monde du travail dans la représentation. Aujourd'hui, on entend très souvent les professionnels se plaindre que la réglementation n'est pas adaptée à leur profession. Les camionneurs se plaignent, les paysans se plaignent, tout le monde se plaint que les lois sont faites d'une façon déconnectée, avec des règlements qui n'ont ni queue ni tête et qui ne correspondent pas à la réalité du terrain. Cette déconnexion propre à la démocratie n'existerait plus si chaque secteur pouvait représenter ses intérêts légalement. Et donc députés et sénateurs disparaîtraient au profit de ces nouveaux corps intermédiaires? Pas forcément, on peut mettre les deux en parallèle. Ce n'est pas... La représentation professionnelle, elle n'est pas permanente de toute façon, elle est sollicitée quand il y a besoin. Alors justement, à l'inverse de la représentation de ces corps intermédiaires, qu'est-ce qui vous dérange dans le système représentatif démocratique? Il est basé sur un principe faux, qui est la souveraineté populaire, qui n'existe pas. Il n'y a pas de souveraineté populaire parce que le peuple est divisé. Il n'est pas informé et donc il ne peut pas être souverain. Un souverain est quelqu'un d'unique et qui est informé. Le peuple est désinformé et divisé. Il ne peut donc à aucun moment exercer une souveraineté. Ce qui me dérange, c'est justement que l'État, qui a besoin des voix de la population, est aussi celui qui informe la population par les médias et celui qui éduque la population par les écoles. Donc il forme une boucle. Son intérêt, c'est de se renouveler au pouvoir à travers les partis qui l'alimentent. Et il va en même temps former les électeurs de demain à l'école et former les électeurs d'aujourd'hui par les médias. Quelle marge de liberté avez-vous là-dedans? Comment pouvez-vous dire « je vote en connaissance de cause » ? Du reste, quand vous votez pour des gens qui se sont mis sur des listes et vous n'avez pas décidé vous-même qui serait sur les listes. Donc, vous êtes obligé de choisir dans une liste de gens que vous ne connaissez en général pas, ou vous les connaissez simplement par la publicité ou la propagande électorale. Et puis après ça, quand on a voté pour ces gens, ils font ce qu'ils veulent. On n'a pas de retour. Et ils sont là pour 4 ans. Ou plus, ça dépend des pays. Et avec ça, vous êtes totalement impuissant. Cette notion de représentation organique que vous expliquez dans votre ouvrage, quelle définition donnez-vous? Alors, c'est un terme bien spécifique qui représente je peux dire la démocratie, avec beaucoup de prudence. Disons, la représentation d'Ancien Régime, elle est organique dans le sens où on considère la société comme un tout, comme un corps. Et donc, chaque élément de la société ou chaque élément de la politique est comme un organe. Et donc, cette représentation organique, elle tient compte de la réalité du terrain, qu'elle respecte, et elle va demander à ce terrain de se représenter de façon organique, c'est-à-dire organisée, mais aussi selon sa nature.
il n'y a pas une représentation nationale parce qu'il n'y a que rarement des causes nationales. Et donc nous faisons de la représentation nationale des choses permanentes. En réalité, les gens sont beaucoup plus préoccupés par des questions propres à leur métier, propres à leur situation de vie, plutôt qu'à des grandes causes nationales. Et là, ils ne sont pas représentés. Parce qu'ils sont représentés par des gens qui ne leur appartiennent plus parce qu'ils ont été élus. Ils sont passés du côté du pouvoir, ils ont d'autres intérêts, les leurs, leur réélection, se remplir les poches en tant qu'on est au pouvoir, et c'est ça qui les préoccupe. Les soucis de la population ne les préoccupent absolument pas. Sauf quand ils retournent auprès de leurs électeurs, alors ils disent qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais en général, ça fait partie de leur propagande. À quelles conditions un retour à la monarchie, à cette monarchie que vous défendez, serait possible ? Écoutez, le retour à la monarchie, il est possible à tout moment. Mais parce que les conditions, je crois, s'accumulent pour le moment. Nous voyons en Europe une crispation du pouvoir démocratique parce que la situation devient de plus en plus incontrôlable et le pouvoir de plus en plus contesté. Alors ou bien on va avoir une façon organisée et pacifique pour faire la transition, ce dont je doute réellement, ou bien il faudra récupérer le pouvoir dans le caniveau lorsque l'effondrement aura eu lieu pour essayer de le remettre sur la bonne voie. Cette deuxième solution est la plus probable, mais aussi la plus difficile. Donc cela nécessite déjà une sortie de l'Union européenne, une remise en cause de la République française. Comment choisirait-on un roi pour les Français et pour la France ? Je pense que vous avez plus qu'assez de familles prétendantes en France, non ? Donc ça devrait suffire. Je rappelle à nos téléspectateurs que Christophe Buffin de Chauzel est belge. Voilà, alors, bon, ça c'est le choix qui vous revient, hein, c'est pas moi qui vais vous dire quel roi choisir, mais il faudra choisir quelqu'un, ou plutôt c'est cette personne-là qui va se désigner elle-même par l'œuvre qu'elle va faire pour la restauration monarchique. Le gros problème, c'est que les prétendants actuels ne font rien, ou très peu. Alors, la famille d'Orléans ou les descendants Bourbon. Je ne porterai pas de jugement sur les différents prétendants, mais ce sont des gens qui sont là pacifiquement et se disent, voilà, que quand les gens voudront, ils viendront nous chercher. Mais les gens ne viendront jamais les chercher. Ça n'arrivera pas. Et donc, il faudrait qu'un jour, ils se mouillent pour qu'ils soient eux-mêmes les acteurs de leur propre restauration. S'ils restent là dans leur petit appartement à ne rien faire, rien n'arrivera. Mais quand on voit qu'après des années, des décennies, et voire des siècles de dénonciation de la monarchie comme une ère obscurantiste, on nous a fait toute une caricature de la monarchie. Comment est-ce qu'on pourrait réapprendre aux Français les vertus de la monarchie ? Bon, je peux vous rassurer sur ce point, c'est que dans l'enseignement, on fait beaucoup moins d'histoire qu'avant. Et donc, il y a moins d'espace pour le discrédit de la monarchie. Les jeunes, aujourd'hui, sont nettement moins instruits qu'avant, mais ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit. Et je crois qu'on peut miser là-dessus. Quelle perspective voyez-vous pour la France et l'Europe en général, alors que l'Iran est en conflit avec Israël, que l'Ukraine est en conflit avec la Russie? Comment voyez-vous tout cela évoluer en espérant un retour de cette monarchie? Je crois malheureusement que nous allons évoluer en Europe vers un pouvoir de plus en plus dur, de plus en plus intrusif, de moins en moins participatif, ou même dans les formes, et parce que le pouvoir va se crisper du fait de cette dénonciation continuelle de la population, ou de cette apathie, indifférence de la population vis-à-vis du pouvoir. Le pouvoir profite de cette indifférence pour se renforcer. Et un jour, naturellement, les gens vont se dire, en fait, on n'a plus rien à dire. On se sert de nous pour payer des impôts, travailler, consommer, et puis c'est tout. Et lorsque nous avons vécu notre vie et que nous ne rapportons plus rien, on va nous euthanasier. Alors, lorsque les gens vont s'apercevoir de cela, il devrait y avoir un mouvement. J'espère que ce mouvement, un jour, aura lieu. De la même façon qu'il devrait y avoir un mouvement le jour où les gens vont se sentir remplacés par une autre population. Si ce mouvement n'a pas lieu, c'en est fini pour l'Europe. Si ce mouvement a lieu, il peut se focaliser sur un mouvement de salut public qui devrait être guidé par un prince prétendant,
si personne n'est candidat, on est reparti pour Dieu sait quelle aventure non démocratique, mais aussi non monarchique, ce qui n'est pas à souhaiter non plus. Notre maison de l'Ouest, un des meilleurs ouvrages qui soit arrivé entre les mains de TV Liberté pour dénoncer ce que l'on appelle aujourd'hui la démocratie et peut-être pour dessiner un avenir meilleur pour notre nation. C'est votre ouvrage aux éditions de la Presse de la Délivrance. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup de m'avoir invité.